Nouvelle édition sur la télévision Labari, tout de suite les titres. Rencontre de travail ce matin entre les responsables de la Direction générale des impôts et leurs partenaires. Précision dans ce journal. Premier conseil national du parti CPR Nganchi de Kassoum Mokhtar, c'était à Maradi. Au terme de ces assises, plusieurs recommandations ont été formulées. Lundi 2 mars 2015, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Amélioration du climat des affaires et remboursement des crédits de TVA, c'est le thème du séminaire qui a regroupé ce lundi l'administration de la Direction générale des impôts, les usagers et les partenaires techniques et financiers. C'était dans la salle de réunion de la Chambre du commerce. Le compte rendu avec Nasser Dantofo et Khalidou Bourema. La Direction générale des impôts s'est engagée depuis un an dans un processus de modernisation de son dialogue avec ses partenaires. Un des fruits de ce processus est le CAFI, le comité arbitral de recours fiscaux, dont l'objectif est de traiter rapidement, sereinement et en toute indépendance les litiges qui opposent les opérateurs économiques et l'administration fiscale. Le séminaire qui a ouvert ses travaux ce lundi permettra de fixer les règles de son fonctionnement, mais pas seulement. Ce séminaire sera également l'occasion de vous présenter les modalités de traitement des demandes de remboursement de crédits de TVA. Depuis l'introduction de la TVA dans la réglementation nigérienne, les opérateurs économiques soutenus par les partenaires techniques et financiers demandent cette possibilité, gage la neutralité effective de cet impôt. Vous le savez, le Code général des impôts en a introduit la procédure de la réglementation. Celle-ci sera opérationnelle en 2015 et là encore, on ne peut que s'en féliciter. Je tiens encore à souligner que ce séminaire marque notre volonté, en partenariat avec la coopération française, de développer de nouvelles synergies entre les administrations financières et la société civile. Initiatrice du projet CARFI et des nouvelles modalités de traitement des demandes de remboursement de crédits de TVA, la Direction générale des impôts tient beaucoup à l'amélioration que vont apporter ces deux instruments dans le règlement des litiges. Ce comité devra être crédible, ce qui suppose sa totale impartialité. C'est à ce prix qu'il apportera une réelle amélioration dans le règlement des litiges. Le comité sera paritaire et chacun devra s'y sentir à l'aise. Toutes les parties y seront représentées afin de garantir l'impartialité des décisions et l'objectivité des débats. Nous devons définir ensemble un mode de fonctionnement qui garantisse l'objectivité, la neutralité et l'impartialité des avis qui seront émis par le comité. Par ailleurs, les remboursements de crédits TVA constituent depuis longtemps une forte demande des entreprises. La procédure démarrera cette année et nous allons vous présenter le dispositif qui évoluera probablement l'an prochain après une première année de rodage. Vous la trouverez sans doute un peu limitée, mais nous souhaitions tester la procédure en la limitant dans un premier temps aux exportateurs et aux opérateurs en situation de crédit structurel liés au prélèvement à la source. Ce séminaire de 3 jours sera modéré par Yves Duvernel, expert comptable français et consul du Niger à Lyon. Restons dans ce milieu pour parler du syndicat national des agents des impôts SNAI qui projette d'observer une grève de 48 heures à compter du mercredi prochain. L'annonce a été faite ce matin lors d'un point de presse animé par ce syndicat point de presse au cours duquel il a évoqué les problèmes rencontrés par les agents. Le résumé avec Asmana China et Aboubakar Souley. Ce préavis de grève du syndicat national des agents des impôts est tombé après la lettre après une audience avec le ministre des Finances restée sans suite. Nous avons demandé la mise à la disposition de la Direction générale des impôts des moyens conséquents et adéquats pour la mise en œuvre du contrat de performance. Comme vous le savez, la Direction générale des impôts et le ministère des Finances ont signé un contrat de performance de cela 2 mois. Les prévisions qui sont assignées à la Direction générale des impôts pour cette année
sont de 622 milliards 766 millions 73 840 francs CFA. Cet objectif de recette est réparti ainsi qu'il suit. Recette cash, 509 milliards 771 millions 457 840 francs CFA. Recettes d'ordre de paiement, qu'on appelle communément les OP, sont de l'ordre de 33 milliards 535 millions de francs CFA. Les exonérations fiscales sont de l'ordre de 79 milliards 459 millions 616 000 francs CFA. On note bien que les recettes d'ordre de paiement et les exonérations ne donnent pas lieu à évaluation. Les besoins exprimés dans la loi de finances 2015 en investissement, donc moyens, matériels, véhicules, logistique, et au vu de l'exécuté des locaux, sont de l'ordre de 3 milliards 992 millions 527 525 francs CFA. À ce problème des moyens matériels s'ajoute le non-respect du protocole d'accord signé entre le ministre des Finances et le SNAI. Le ministère a promis de recruter 115 cadres et 40 auxiliaires. À ce niveau, il faut qu'on rappelle que à chaque fois qu'on dit recrutement au niveau de la Direction générale des impôts, on dit non, le SNAI n'est pas d'accord pour le recrutement. Nous avons toujours exprimé le besoin d'agents, mais de nouveaux agents, pas des agents qui ont des matricules ailleurs et qui doivent venir à la DGI. Des engagements financiers au niveau du ministère. Le ministère s'est engagé à débloquer, selon le calendrier ci-après, au plus tard, le 31 janvier 2015, la première tranche constituée de 50% des besoins exprimés par la Direction générale des impôts. Le reste, sur les autres tranches, au plus tard, le 30 avril et le 31 juillet 2015. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Et on va nous demander de l'argent pour l'État du Niger. Le syndicat national des agents des impôts a également relevé plusieurs insuffisances, dont celle relative à la formation des agents dans différents domaines, leur permettant de mener à bien leurs tâches. C'est le deuxième titre de ce journal. Le Congrès pour la République CPR Nganti de Kassama Mokhtar a tenu son premier conseil national le samedi 28 février dernier. C'est la capitale économique du Niger, Maradi, qui a été choisie pour abriter ces assises qui ont enregistré la participation des militants venus de 8 régions du Niger, parmi lesquels nos envoyés spéciaux Mahmoud Saleh et Sadou Doumi. Ils étaient des milliers, les militants du CPR Nganti, à prendre part aux assises du premier conseil national du parti ce samedi 28 février 2015 à l'arène des Jeux Yacoub Ango de Maradi. Des assises qui ont vu la participation de tous les délégués venus des 8 régions du pays, occasion pour le président du bureau exécutif provisoire du CPR Nganti d'adresser un discours à partir de la prison où il est détenu pour exprimer toute sa reconnaissance à l'endroit des parents, frères, compagnons, amis et militants qui lui avaient rendu visite à la prison civile de Kolo. Le discours a été livré par le coordinateur régional CPR de Niamey, président du comité d'organisation. Les assises de notre conseil se tiennent à un moment crucial où le contexte national et sous-régional reste marqué par l'insécurité, notamment des agressions de toutes formes. Cette situation engendre légitimement chez nos jeunes une peur de l'avenir, une inquiétude de lendemain, une souffrance et un mal-être. Quoi d'étonnant lorsque nos jeunes deviennent des proies faciles pour certains et qu'ils soient tentés par toute forme de dérive. Je dois aussi ajouter que le Niger vit depuis plus de 20 ans dans une instabilité politique chronique, au-delà des maux qui gangrènent notre classe politique.
C'est aussi parce que les textes qui régissent notre vie institutionnelle sont en grand déphasage avec nos réalités socio-culturelles. C'est pourquoi, dans notre programme politique, nous proposons d'endiguer ce déphasage entre l'institutionnel et le culturel avec la création d'une deuxième chambre à l'Assemblée nationale. Le Sénat, qui symboliserait et matérialiserait l'attachement de notre peuple à la concertation généralisée. Pour ma part, je réaffirme mon engagement à défendre sans faiblesse aucune notre vision commune et à me rendre en toutes circonstances digne de la confiance que vous placez à ma modeste personne, et ce, au prix de tous les sacrifices. C'est fort de cette foi aux parents, frères, compagnons, amis et militants qui venaient de divers horizons du Niger pour me rendre visite à la prison civile de Kolo. Je leur disais que la véritable prison, ce n'est pas celle dans laquelle je suis détenu, mais la prison dont j'ai véritablement peur et qui me fait frémir de tout mon être, c'est la confiance que vous venez de placer en moi. Pour ma détention, je n'ai aucun doute que la justice, notre justice, n'est l'apanage de qui que ce soit et qu'elle dira le droit en toutes circonstances. À noter que ces assises du premier Conseil national du Congrès pour la République a vu aussi la participation des handicapés de la région de Maradi pour exprimer leur solidarité à l'endroit du président du bureau provisoire Kassoum Maman Mokhtar. Nous sommes très contentes de Kassoum Mokhtar. C'est pourquoi nous avions tenu à assister à cette manifestation d'aujourd'hui. C'est seulement Kassoum Mokhtar qui considère les handicapés ici à Maradi. Il nous a même fait un salaire mensuel de 10 000 francs. Et c'est l'occasion pour nous de participer à cette manifestation du parti Inganchi pour lui exprimer toute notre reconnaissance. Que Dieu assiste Kassoum Mokhtar et qu'il lui donne la chance de venir parmi nous, parce que nous, les handicapés de Maradi, Kassoum Mokhtar représente tout pour nous. Nous le remercions infiniment. Les assises de Maradi ont été un indicateur de la forte implantation de cette jeune formation politique, aussi dans la capitale économique et dans les autres régions. En témoigne la forte représentation de ces régions. Les délégués au Conseil national ont décidé de tenir le premier congrès du parti au plus tard le 25 avril prochain à Zender. Au terme des travaux, les participants ont formulé d'importantes résolutions. Elles sont lues ici par un participant. Le Conseil national du CPR Nganti tenu le 28 février à Maradi adopte provisoirement les statuts et le règlement intérieur du parti en attendant la tenue du congrès et crée le poste du président d'honneur du parti qui est d'office coordonnateur national du Conseil des sages. À ce titre, il est membre du bureau exécutif national, assure le rôle du conseiller principal du président national du parti et assure toute mission à lui confier par le président ou par le bureau politique national ou le conseil national. Le conseil national du CPR Nganti réuni le 28 février 2015 à Maradi donne mandat aux coordinations régionales pour conduire les activités des structures des régions jusqu'à la fin de l'année 2017. Le Conseil national du CPR Nganti réuni le samedi 28 février 2015 à Maradi demande au coordonnateur de la région de Niamey d'assurer la coordination nationale du parti jusqu'au prochain congrès. Le Conseil national du CPR Nganti réuni le samedi 28 février à Maradi
convient de tenir le premier congrès ordinaire constitutif et d'investiture au présidentiel 2016, au plus tard 25 avril 2015 à Zender. Le Conseil national donne mandat au bureau exécutif provisoire du parti, en attendant la tenue du congrès, d'engager le parti et de prendre position sur toutes les questions engageant la vie de la nation, en concertation avec les coordinations des régions et le Conseil national des sages. Le Conseil national du CPR Nganti, tenu le 28 février 2015 à Maradi, décide de désigner M. Moumoun Kogo, président d'honneur du parti et cumulativement coordonnateur national du Conseil des sages. Le Conseil national du CPR Nganti, tenu le 28 février 2015 à Maradi, soutient la candidature du président Kassom Mokhtar à la présidence nationale du parti, mais aussi son investiture pour les élections présidentielles de 2016. Le Conseil national apporte son soutien moral au président du parti, M. Kassom Mokhtar, face à l'épreuve qu'il subit, et réitère sa confiance à la justice nigérienne. Le CPR Nganti est disposé à faire alliance avec toute formation politique aux élections générales à condition d'établir ensemble un programme de gouvernance concertée. Le Conseil national du CPR Nganti s'indigne et condamne les attaques, les atrocités dont sont victimes les Nigériens en général et les populations de Difa en particulier, et apporte son soutien sans réserve à nos forces de défense et de sécurité et leur demande de conduire leur mission dans le respect des droits humains. Le Conseil national du CPR Nganti demande, tenu à Maradi le 28 février 2015, demande au Premier ministre chef du gouvernement, président du CNDP, de créer les conditions d'un véritable dialogue politique avec l'opposition politique. Le Conseil national du CPR Nganti lance un appel en direction de tous les leaders d'opinion et toutes les structures apolitiques et politiques véritablement démocratiques en vue de favoriser ce dialogue dans l'intérêt général de tous les Nigériens, afin de minimiser tout risque à la nation de connaître d'autres épreuves douloureuses et préjudiciables à son unité. Fait à Maradi le 28 février 2015, le Conseil national. De plus en plus donc des politiciens s'élèvent pour critiquer le code électoral en vigueur au Niger. À un an des échéances électorales, le président du PENA, Al-Oumma, appelle la classe politique nigérienne et les autorités de revoir certaines dispositions de ce code pour ne pas commettre les erreurs des années antérieures, notamment éviter les rejets donc, des listes des candidats. On écoute Sanoussi Tambarijakou. Je crois que nous devons, nous les hommes politiques, user de sérénité, nous entendre autour de ça et juger de la nécessité pour nous de réexaminer ces textes-là, le code électoral et la charte des partis. Ça encore, c'est une autre marche. Et convoquer une session du Conseil national de dialogue politique, après que chaque parti politique ait étudié le code électoral pour faire ses remarques et faire ses propositions d'amendement. On arrive au Conseil national de dialogue politique, patriotiquement, sereinement, nous étudions ce code-là, ensemble, et dans un esprit de recherche du mieux-être et de la meilleure participation possible aux élections, nous adoptons des dispositions nouvelles qui arrangent tout le monde. Et on révise le code électoral. Une fois qu'on l'a révisé, et qu'on a obtenu un consensus au niveau de la classe politique, en ce moment, le Premier ministre le prend, il l'amène au niveau du gouvernement, qu'il étudie en conseil de cabinet. Le conseil de cabinet remet au conseil des ministres. Le conseil des ministres adopte le projet. Il en fait un projet de loi qu'il transmet à l'Assemblée nationale pour examen et adoption.
Et comme les députés qui sont là-bas, c'est des députés de nos partis politiques, ils auront certainement les mêmes positions que nous. Et le code électoral sera nettoyé, il sera purifié, il sera arrangé. Et on ira à des bonnes élections. J'ai dit qu'il faut absolument que nous soyons dans de bonnes conditions d'aller à des élections avec un code électoral propre, avec un code électoral susceptible d'être appliqué. Mais pourquoi bon sang de bon sang au Niger, nous adoptons des textes législatifs, des lois que nous ne pouvons pas appliquer? Pourquoi nous adoptons des lois que nous ne pouvons pas appliquer? Nous sommes tout le temps en train de singer l'Occident, nous sommes tout le temps en train de singer la France. Tout ce que la France met, nous aussi nous allons le mettre par mimétisme. Alors que là-bas, les Français, ils ont mûri leurs affaires, ils peuvent les respecter, mais nous aussi, qu'est-ce qu'on a mûri? On n'a rien mûri du tout. Après leur déclaration dans laquelle l'Alliance des missions et Église évangélique du Niger a officiellement accordé le pardon, la commission spéciale de gestion des crises mise en place par cette alliance a présenté cet après-midi son premier rapport sur la situation des événements du 16 et 17 janvier dernier. C'était cet après-midi à l'église évangélique de Yantala. Le contenu de ce rapport avec Michel Djedji et Ibrahim Abdou. Apprécier cette étape, c'est dans l'intégrité, la discipline et l'amour tel que recommandé par la foi chrétienne que ce rapport a été élaboré après des travaux de taille accomplis par cette commission spéciale mise en place une semaine après les événements douloureux des 16 et 17 janvier dernier dont la communauté chrétienne du Niger a été victime. Souvent, il y a des événements douloureux qui sont transformés en bénédiction pour le pays. On a vu beaucoup de compassion et dans nos rapports avec le gouvernement, on a rencontré le président de la République qui nous a écoutés avec le Premier ministre. On a aussi eu beaucoup de séances. Donc, ces autorités ont donné des instructions pour l'amélioration très très visible et très très sensible de la situation. Nous avons eu à rencontrer l'opposition politique qui est venue nous présenter ses compassions. On a eu aussi à recevoir la société civile qui est venue nous présenter ses compassions. C'est vrai, les épreuves arrivent, mais il faut savoir se mettre debout. Il faut s'organiser et il faut avancer. L'Église a un message pour la libération, pour la paix et pour la construction de cette nation. Si vous regardez tout autour de nous, partout vous entendez qu'il y a le feu, il y a le désordre. Mais je crois que c'est un appel à l'endroit de tous les Nigériens pour que nous puissions nous mettre debout, nous puissions nous organiser avec une mentalité d'hommes et de femmes pour préparer l'avenir. Même si pour l'heure, l'État n'a pas encore entamé la phase concrète de dédommagement des églises et domiciles des chrétiens ayant subi des pertes immenses lors de ces tristes événements, les leaders des missions et églises évangéliques du Niger se disent déjà très touchés par la compassion de toutes les couches sociales et forces vives de la nation, pour leur marque de compassion et leur prompte sollicitude matérialisée aussi bien par des mots que par des gestes à travers des dons divers. Situé dans la région de Tillabéri, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, Karma était en élection le samedi dernier. Un processus pour élire le nouveau chef de ce canton, et c'est Abdoulaye Nou qui a été plébiscité. Le résumé de cette élection avec nos envois spéciaux Adam Soumana et Chebou Guissou. Karma, la cité historique de Songanché au paysage pittoresque, a constitué un pôle d'attraction dans la région du fleuve, voire au-delà de ses frontières, et pour cause l'élection du chef de canton devant succéder au défunt Tininourou P. à son âme. Au départ, 6 candidats étaient en lice pour cet honorable poste, mais avec le désistement de 2 d'entre eux, ils étaient 4 à pourvoir au poste de chef de canton.
Le processus électoral qui s'est déroulé dans la transparence la plus totale a été supervisé par le gouverneur de la région de Tillabéri en présence de notables venus des différents horizons de la contrée et d'une foule nombreuse. À l'issue du vote, les 60 chefs de village présents constituant le corps électoral ont unanimement voté en faveur du candidat Abdoulaye Nour. Un plébiscite qui a d'ailleurs ravi le gouverneur de la région. Suivi avec nous, ça s'est passé au soleil. Je vais dire dans la plus grande transparence. Sur 4 candidats, 60 votants. Le candidat Abdoulaye Nour Saouni a obtenu la totalité des voix, c'est-à-dire 60 voix sur 60. Je profite de l'occasion pour le féliciter. Pour féliciter l'ensemble des princes et la population de Karma pour avoir un chef, un nouveau chef, bien aimé sans doute, parce que je n'ai jamais vu une élection où le candidat obtient la totalité des voix surtout qu'il s'agit de 60 voix. Je profite également de l'occasion pour exhorter les autres candidats à lui prêter main forte pour que le canton de Karama, qui a une histoire, continue à prospérer. En marge de cette élection, le désormais honorable Abdoulaye Nour dit mesurer l'ampleur de la mission à lui confiée par la population de Karma, pour l'épanouissement de laquelle il a promis d'œuvrer inlassablement. Je viens d'avoir la confiance, comme vous l'avez vu, de 100% de ceux qui ont eu à voter. Je pense que ça, c'est une lourde charge. Et maintenant, avec la compréhension et la collaboration des uns et des autres, je vais essayer de relever le défi. Et je profite de cette occasion pour effectivement remercier l'association des chefs traditionnels, l'administration qui a fait montre vraiment d'un travail impeccable, et surtout ma direction de campagne qui n'a ménagé aucun effort, et sans oublier effectivement ma famille, je dis bien ma famille, qui m'a totalement soutenu. Et je pense que ce n'est pas un secret pour ces personnes, quelle que soit la popularité de quelqu'un, quand il n'a pas le soutien de tous ces paramètres-là, je pense que le résultat ne serait pas celui auquel on vient d'aboutir. Donc je remercie tout le monde et j'appelle tout le monde à la cohésion pour que nous puissions vraiment mettre en œuvre des dispositions qui puissent permettre à notre canton vraiment d'occuper le rang qui est le sien. L'émotion était vive chez l'ensemble de la population à l'image du résultat du vote, 100% des voix, de l'inédit dans l'histoire de la chefferie traditionnelle au Niger, dont le mérite revient aux filles et fils de Karma et à la dynamique direction de campagne de leur élu. C'est en tant que directeur de campagne que j'ai participé à l'élection ce samedi, et par la grâce de Dieu, toutes les stratégies que nous avons mises en œuvre ont payé, parce que nous avions une double chance. La première, c'est que lui-même, du vent de son grand frère feu Amir Tenouhou, il a posé des actes de l'anonymat complet. On parle juste de Abdou Bambara, sans qu'il se présente. Il lui arrivait de payer l'impôt pour des villages entiers. Chaque année, il a acheté l'ensemble des greniers du feu du défunt chef pour lui demander de redistribuer à la population, sans jamais se présenter. Il lui est arrivé plusieurs fois que des gens allaient le voir pour leur dire qu'ils ont besoin d'un puits dans leur village, qu'il achète, ou qu'il achète des moulins. Donc, il a pratiquement semé, comme on dit en langue locale, il a semé, et quand on sème, dès que ça pleut, forcément, ça sort. Et donc, il a cette chance d'avoir investi, d'avoir préparé le terrain sans se faire connaître. Il a une deuxième chance, c'est que l'ensemble de ses grands frères et cousins, en tout cas de la grande famille, ont fait bloc derrière lui, et
il a la chance d'avoir mis en place un comité de campagne autour de ma modeste personne. À tous les autres candidats, c'est la même famille. Retrouvez-vous, nous sommes là pour vous accompagner, pour construire Karma. Karma est le plus gros canton du département de Kolo. Karma, jusqu'à une date récente, contribue à hauteur de 44% aux recettes de Kolo. Karma, c'est le fief, c'est, si vous voulez, le grenier électoral de Kolo. Karma, c'est le canton de plusieurs milliardaires au Togo et au Ghana. Karma, c'est un canton qui ne doit pas rester anonyme. Donc, si tous les princes se mettent autour du nouveau chef, Abdoulaye Nuhu Dimambara, je pense que ça ira mieux pour Karma. Donc c'est un appel que je lance à tous les autres candidats. Peu après, c'est une foule en liesse qui s'est retrouvée au domicile du tout nouveau chef de Karma pour savourer avec sa famille cette victoire qui est sans conteste celle de toute la communauté. Longue vie à l'honorable Abdoulaye Nuhu pour continuer ses œuvres de bienfaisance dont on lui reconnaît pour le bonheur du canton de Karma. La GESMA a publié aujourd'hui à Madrid, en Espagne, un rapport qui examine la possession des téléphones portables chez les femmes, ainsi que des obstacles à l'adoption et à l'utilisation de ces portables. L'enquête identifie également les opportunités exploitables qui pourraient permettre aux acteurs de l'ensemble de l'écosystème mobile d'accélérer l'adoption des technologies mobiles par les femmes. Selon ce rapport, le Niger, avec un taux de pénétration de 18%, seulement en termes d'abonnés uniques, la population du pays est en grande partie non connectée. Le président donc avec Adam Soumana dans ce commentaire. L'enquête a établi que plus de 1,7 milliard de femmes dans les pays à revenus faibles et intermédiaires ne possèdent pas de téléphone mobile et que les femmes sont moins susceptibles de posséder un téléphone mobile que les hommes, dans une proportion moyenne de 14% par rapport aux hommes, ce qui crée un écart entre les sexes. Le nombre de femmes possédant un téléphone mobile étant de 200 millions inférieur à celui des hommes. Les 5 principaux obstacles à la possession de téléphones mobiles par les femmes, d'un point de vue de la demande, sont le coût, la qualité, la couverture du réseau, la sécurité et le harcèlement par téléphone mobile, la confiance entre l'opérateur ou l'agent et les inquiétudes relatives aux connaissances techniques et à la confiance. Dans l'ensemble, l'enquête indique que la disparité entre les sexes en termes de possession et d'utilisation des téléphones mobiles est entraînée par un ensemble complexe de conditions socio-économiques et de barrières culturelles qui affectent les femmes de façon négative. Sans une intervention ciblée de l'industrie mobile, des décideurs et d'autres acteurs, il est peu probable que l'écart entre les sexes en matière de possession et d'utilisation des téléphones mobiles se réduirait de lui-même. Selon cette nouvelle étude, une grande partie de la population au Niger n'est pas encore connectée et le pays affiche l'écart entre les sexes en matière de possession des mobiles le plus important de tous les pays étudiés. Toutefois, les femmes du Niger accordent de la valeur aux services mobiles et les acteurs du secteur devraient s'atteler en priorité à réduire cet important écart afin d'atteindre la population féminine qui n'est pas encore connectée et en second lieu à combler l'écart en termes d'usage. Avec un taux de pénétration de 18% seulement en termes d'abonnés uniques, la population du Niger est en grande partie non connectée. L'écart entre les sexes en matière de possession d'un mobile, 45%, est le plus important au sein des pays étudiés. Le marché est loin d'être arrivé à maturité avec 2% seulement de connexion 3G. L'ARPS2 est faible et en baisse. On compte actuellement 4 opérateurs mobiles, 2 d'entre eux contrôlent la majorité du marché. L'inégalité des sexes est relativement forte au Niger et affecte l'accès et l'usage du mobile par les femmes. Le manque d'autonomie financière, la faible scolarisation et le contrôle de l'utilisation sont autant de limites à l'utilisation ou à la possession des mobiles par les femmes. De nombreuses femmes se limitent à emprunter des téléphones. De nombreux hommes surveillent l'utilisation du téléphone de leur partenaire et essayent de la limiter, souvent par crainte de l'infidélité conjugale.
Les conclusions de cette étude, combinées avec des sources secondaires, ont été utilisées pour estimer la disparité entre les sexes en matière de possession de téléphones mobiles dans les pays à revenus faibles et intermédiaires et pour identifier les tendances et les recommandations qui aideront les parties prenantes à garantir que les femmes aient accès à la technologie mobile et bénéficient de son utilisation. Un mot du sport dans ce journal. Les lampions de la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football des cadets sont éteints hier dimanche au stade général à Séni Kounché. Après sa victoire 2-0 face à l'Afrique du Sud, le Mali est sacré nouveau champion d'Afrique de cette catégorie. De retour sur cette finale dans cet élément. Le Mali est sacré champion d'Afrique de football cadet au terme de la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'était tenue à Niamey. Les Maliens se sont imposés 2-0 face au Bafana de l'Afrique du Sud. Donc vraiment, moi je suis très content. Et cela a été dû au fait que les Sud-Africains ont voulu jouer dans notre camp. Ils ont fait des longs ballons pour nous empêcher de produire notre football. Donc maintenant, à la mi-temps, je pense qu'il fallait changer de style de jeu à notre côté. Donc c'est ce qui a fait que vraiment, on a changé de style. On a pu vraiment occuper le terrain et puis faire le jeu que nous connaissons beaucoup. We came to compete and we did it together. Yeah. Nous sommes venus pour gagner la coupe, c'est ça la seule déception. En général, je ne suis pas déçu du comportement de mes enfants, mais je suis déçu de ne pas gagner la coupe. So today he could not make it because he was injured, and that is why we had to make a positional change. Ok, nous sommes venus avec les joueurs parce qu'on compte sur tous les joueurs. Bon, contre le Nigeria, on a joué avec notre numéro 15, le capitaine, mais aujourd'hui, il n'a pas pu être aligné parce qu'il est blessé, donc c'est pourquoi nous avons amené ce changement. Par ce sacre, les cadets maliens remportent ainsi la Dame Coupe du continent. Mais avant cette finale, le public a eu droit au match de classement entre le Nigeria et la Guinée. Un match soldé par la victoire des Guinéens 3-1 face aux Golden Eagles du Nigeria. Ainsi, le Mali, l'Afrique du Sud, la Guinée-Conakry et le Nigeria sont les représentants du continent à la Coupe du Monde de cette catégorie prévue pour se tenir en octobre prochain au Chili. Point final de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et resté en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.